dans cet épisode. Bah pareil, tu vas en garde à vue, t'es appelé par le commissariat au fur et à mesure de la journée. C'est le premier jour du reste de ma vie vraiment, parce que mes parents étaient présents, on avait droit qu'à 2 invités. Je vais en décevoir plus d'un je pense, mais je l'ai vraiment quasiment pas travaillé pour le coup. Tu fais du pénal, le lendemain tu fais du droit de la famille, le lendemain tu vas... Franchement, tu t'ennuies pas quoi, savoir convaincre. Savoir convaincre, parce que tout passe par là, donc si t'es pas quelqu'un de convaincant, très compliqué d'être un bon avocat, j'ai envie de dire quand même quelque part. C'est que être avocat, c'est aussi être entrepreneur. Parce que tu as ton compte, il faut gérer ta comptabilité. Franchement, il y a plein de trucs où voilà, t'es surpris. Moi, honnêtement, les premiers mois quand j'ai commencé, je me suis dit « Ah, faut payer ça? Ah bon? On me l'avait pas dit. » Bonjour à tous, vous êtes sur la page Instagram de Destinée de juriste et aujourd'hui on se retrouve avec une avocate au barreau de l'Essonne qui va gentiment se présenter. Donc je me présente, je m'appelle Anaëlle Alté, je suis avocate au barreau de l'Essonne. Je fais essentiellement du droit pénal, du droit des sociétés, un petit peu du contentieux locatif et je pense que c'est à peu près tout. D'accord, ok. Alors, maître Anaëlle, tu vas nous dire les études que tu as faites. Alors du coup, j'ai commencé par une licence en droit à la faculté d'Evry. Après ma licence de droit, j'ai fait mon master 1 en droit privé à Sceaux. Après mon master 1, j'ai fait un premier master 2 donc à l'université Sorbonne Paris-Nord. J'ai passé mon CRFPA en même temps. Et puis ensuite, j'ai intégré l'EFB et mon PPI, c'était mon deuxième master 2, donc le master de droit pénal de l'entreprise et compliance. Sympa. Est-ce qu'il y a des matières que tu as préférées durant tout ton cursus? Et après, tu nous diras aussi celles que tu as détestées, que tu as moins appréciées. Je dirais que les matières que j'ai vraiment préférées, c'était le droit pénal, forcément. Grosse appétence pour le droit pénal. Allez-y, foncez, faites du droit pénal, c'est la vie. Et puis, le droit des sociétés aussi, ça m'a beaucoup plu. Tout ce qui touche au droit des contrats, etc. Et ce que j'ai vraiment détesté, je dirais, franchement, c'est le droit public. Le droit constitutionnel. Je suis désolée de te décevoir, mais c'est... Non, droit public, je suis de la team privatiste. Vous n'avez pas des atomes crochets avec le droit public. Ok. D'accord. Pourquoi avoir choisi des études de droit? Pourquoi? Alors, c'est une très bonne question. Je dirais que... En fait, ça vient depuis, je dirais, le collège. J'ai eu l'opportunité de faire mon stage d'observation dans un cabinet d'avocats. L'avocat qui m'a pris en stage était vraiment adorable, il m'a vraiment donné l'envie, il m'a permis de découvrir le métier, donc ça m'a beaucoup plu. Et puis du coup, quand je suis arrivée au lycée, j'ai fait un bac scientifique. Je me suis rendu compte que finalement les sciences c'était pas forcément pour moi, et donc je me suis on va dire attachée un peu à mes préférences de base, donc à savoir les langues, etc. Et je me suis dit pourquoi pas partir en droit, et c'est de là que je me suis dit que j'allais faire des études de droit. Sympa. Donc ouais, t'as fait le parcours un peu de l'élite, bac S et puis ensuite faire des études de droit. Je sais pas si c'est l'élite, mais bon, en tout cas. Disons que souvent, même quand il y en a qui savent qu'ils veulent faire des études de droit, ils prennent quand même un bac S parce que c'est la filière d'excellence en bac général. J'ai pas eu l'impression, parce que pour le coup, quand j'ai fait quand je suis allée en première année de droit, j'ai rencontré plus de personnes qui ont fait des bacs L et ES, voire même STMG, que des personnes qui ont fait scientifique. Vraiment. Après, je sais pas, peut-être que ça évolue avec le temps, mais... Peut-être. Mais moi, dans ma fac, il y en a quand même pas mal qui ont fait un bac S. Mais il y a une bonne partie aussi qui a fait l'équivalent, parce que maintenant, on est avec des spécialités d'un bac plutôt ES. Ok. C'est bon à savoir. Comment est-ce que tu as préparé ton CRFPA? Alors là, je vais en décevoir plus d'un, je pense, mais je l'ai vraiment quasiment pas travaillé, pour le coup. Donc j'avais quand même pris une prépa sur les conseils d'une copine à moi qui passait le CRFPA en même temps. Donc j'ai pris la prépa après barreau, qui est d'ailleurs très bien, soit dit en passant. Mais pour le coup, je l'ai pas du tout bossé. Enfin vraiment, j'ai fait une note de synthèse, 1,5, très précisément. J'ai dû faire peut-être 2 ou 3 sujets max par matière. Et puis, une semaine avant le CRFPA, je me suis dit, mais je vais pas y aller, c'est impossible, enfin, j'ai rien fait, donc ça va être une catastrophe. Et ma copine, elle m'a poussée à y aller, elle m'a dit, non, vas-y, fais-le, tu verras bien où ça te mène, de toute façon, au moins tu vois-le comme un test. Donc, dès la première épreuve, je me suis dit, oh là là, c'est une catastrophe, j'ai fait n'importe quoi, j'aurais dû travailler. Donc, commence à réviser. Et au final, pas du tout.
puisque quand ma copine allait chercher les résultats, bah, j'étais sur la liste des personnes admissibles, donc j'étais très surprise et très contente. Félicitations en retard du coup. Merci. Et du coup, bah, comme pour moi, j'étais pas du tout, c'était impossible que je l'aie. En plus, tout le monde me disait, bon, la plupart des gens l'ont au bout de la deuxième fois, etc. Donc moi, je me suis dit, mais jamais je l'aurais du premier coup, surtout que j'ai rien fait. Et au final, bah, quand j'ai eu les résultats des écrits, j'ai eu un petit peu une sorte d'ascenseur émotionnel parce que je me suis dit, génial, je l'ai. Mais directement, je me suis dit, oups, les oraux, il faut les bosser. Donc j'ai eu seulement 2 semaines et demie, 3 semaines pour préparer les oraux et bah, finalement, ça l'a fait parce que j'ai une bonne note. Donc voilà. C'est très bien. Je pense que tu as été très chanceuse. Et en même temps, je me pose la question, est-ce que par hasard, tu n'aurais pas eu la bonne méthode peut-être pendant ton master que tu as pu acquérir, ce qui t'a permis de pouvoir passer le CRFPA de manière assez aisée? Après, je pense que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur la pression. Enfin, en tout cas, quand j'étais à l'école, je bossais beaucoup sous la pression. Donc, j'ai jamais été quelqu'un qui révise 6 semaines à l'avance. Après, par contre, pour le coup, j'ai toujours été quelqu'un qui assistait à mes cours magistraux. J'ai jamais raté un seul CM de ma vie. Les TD, pareil, je les préparais correctement. Donc, peut-être que d'avoir travaillé, on va dire, de façon régulière et de manière un peu, on va dire, je sais pas, sérieuse pendant toute ma scolarité, ça m'a un peu aidé à préparer le CRFPA. Mais franchement, après, c'est pas une bonne chose, hein. Je recommande à personne de travailler sous la pression à ce point parce que c'est vraiment horrible, horrible, horrible. Mais pour le coup, moi, ça a été c'était ma méthode de travail et visiblement, ça a plus ou moins bien marché puisque je suis avocate aujourd'hui. C'est exactement ça. Donc, adaptez-vous à votre méthode de travail qui semble la plus efficace. Ok. Le jour où tu as prêté serment, est-ce que tu pourrais nous dire les sentiments, l'émotion que tu as eue? Enfin, peut-être qu'il n'y en a pas eu, j'en sais rien. Mais comment est-ce que ça s'est passé à l'intérieur de toi et même nous décrire un peu la journée? Comment ça s'est passé? Alors, on est arrivé déjà très tôt. On a attendu longtemps, donc le stress il monte. Il y a une sorte de petite préparation avant de prêter serment. Et puis après en fait tout s'enchaîne. Et du coup, je dirais que franchement c'était vraiment comme je le dis souvent, c'est le premier jour du reste de ma vie vraiment, parce que mes parents étaient présents. On avait droit qu'à 2 invités. Donc, mais ils étaient très très fiers de moi. J'ai vu dans les yeux de mes parents qu'ils étaient remplis de fierté. À un moment donné, finalement, donc on prête serment, etc. Ensuite, on va dans une petite salle où donc les parents se retrouvent en haut, les élèves avocats qui ne sont plus élèves avocats du coup, se retrouvent en bas. Et à un moment donné, moi, ce qui m'a marqué, c'est que quand on nous a demandé de se retourner pour applaudir nos parents, quand j'ai vu mes parents et ma mère et mon père qui avaient les larmes aux yeux, vraiment là, je me suis dit, ok. Là, j'étais fière de moi parce que c'était vraiment l'objectif de ma vie, de rendre fiers mes parents, d'accomplir quelque part le rêve de mon père qui a toujours voulu aussi travailler dans le droit. Il aurait bien aimé être avocat et malheureusement, la vie a fait que il a pas pu. Donc, j'ai vraiment eu un sentiment d'accomplissement et de fierté. Et puis le fait que, alors, le jour où j'ai prêté serment, on était 2 personnes qui prêtaient serment donc pour rentrer au barreau de l'Essonne. Donc, il y avait un petit peu aussi cette particularité de pas être fondu dans la masse. Là où toutes les autres personnes prêtaient serment pour être avocat au barreau de Paris, on était 2 à prêter serment pour être avocat au barreau de l'Essonne. Donc, on a eu des intervenants, donc le bâtonnier, Ibrahim Aboy, également Déborah Meyer, Magou Soukouna, qui elle est avocate au barreau de Bobigny par contre, qui ont fait un petit peu une intervention particulière et c'est vrai que ça nous a, en tout cas moi, je parle pour moi, mais je pense que ma consoeur dirait la même chose, ça nous a particulièrement touchés parce qu'on a eu l'impression d'être, on va dire, un petit peu élevé au-dessus de cette masse, donc c'était vraiment c'était sympa. Ça fait plaisir qu'il y ait une différence au barreau de l'Essonne avec le barreau de Paris, et surtout dans Magou Soukouna qui a un parcours très intéressant. Donc ça fait très plaisir. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la journée type d'une avocate et notamment dans les spécialités que tu exerces? Alors une journée type, il y en a pas parce que les journées se ressemblent jamais. Ça dépend si on est de permanence, si on n'est pas de permanence, ça dépend de beaucoup de choses. En général, je dirais que je commence sur les coups de 9h, 9h30 et je finis entre 19h, des fois 21h. Franchement, ça dépend. Ça dépend de la charge de travail, ça dépend de beaucoup de choses. C'est des journées très chargées, mais après, c'est des journées qui passent très très vite également. Ça dépend s'il y a des conclusions à faire, des assignations. Comme je disais, ça dépend si on est en permanence.
parce que finalement, si on est en permanence, admettons, va falloir rattraper tout le travail de fond qu'on n'aura pas eu le temps de faire en fin de journée. Donc typiquement, voilà, si le matin on était en garde à vue ou quoi que ce soit, ou qu'on était en permanence pénale toute la journée, avec un peu de chance et qu'on finisse un petit peu tôt, par exemple 19h, parce que les permanences pénales ça peut finir très 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 tard. Il faut rattraper tout le boulot de fond qu'il y a à faire. Donc franchement, j'aurais pas vraiment de journée type, mais bon, je dirais faut à minima quand même avoir le temps de faire le travail de fond et pas le négliger. Parce que sinon on prend du retard, les clients ils sont pas contents, les clients ils nous relancent. Donc il faut avoir une très très bonne organisation, je pense, quand on est avocat. Parce que les journées ne se ressemblent jamais. Okay. Et il y a toujours des urgences à gérer. Donc voilà. Est-ce que juste pour ceux qui ne savent pas, tu peux expliquer ce que c'est qu'une permanence, s'il te plaît? Alors il y a plusieurs types de permanences. En tout cas nous au barreau de l'Essonne, on a une permanence, moi les permanences pour lesquelles par exemple j'interviens, ça va être la permanence commission de discipline, hospitalisation sous contrainte, permanence pénale d'urgence et les permanences garde à vue. Donc les commissions de discipline, en fait, c'est les détenus de Fleury-Mérogis, tout simplement, qui passent en commission de discipline. Donc c'est qu'il y a eu un incident à l'intérieur de la prison, ils passent c'est une sorte de mini-audience si on veut. Et puis ils veulent, des fois ils veulent pas avoir l'assistance d'un avocat, donc on intervient à ce moment-là pour faire en sorte qu'ils prennent une petite peine, on va dire, entre guillemets. Bon, après c'est pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes, bien entendu, mais bon voilà. Ensuite, hospitalisation sous contrainte, ça va être les personnes qui sont hospitalisées contre leur gré, donc à la demande d'un tiers ou s'il y a eu un péril imminent, ce genre de choses. C'est un peu particulier, je trouve, parce que pour le coup, on voit pas du tout le même type de personnes. C'est vraiment des personnes où on sent que mentalement ils sont fragiles. Ils ont un peu un parcours spécial. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont commis des meurtres. À chaque fois que j'ai fait des permanences hospitalisation sous contrainte, je suis tombée sur 2 meurtriers. Ah oui. Donc vraiment, c'est assez spécial. Donc c'est intéressant. Il faut après vérifier, voilà, parce qu'en fait, ça doit répondre à des exigences de procédure un peu particulières. Il doit y avoir des certificats médicaux qui sont établis tous les 24 heures ou 48 heures selon que c'est un isolement ou une contention ou voilà, ce genre de choses. Donc c'est un peu spécial. Pour la permanence pénale d'urgence, tout simplement c'est défendre les personnes qui viennent pour les comparutions immédiates, les comparutions à délai différé avec une demande de détention provisoire, les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, enfin ça peut être beaucoup de choses, les contrôles judiciaires, enfin il y a pas mal de choses qui rentrent en considération. Et là pour le coup c'est vraiment une perme où faut pas être mou. Faut pas être mou, ça bouge beaucoup. Et puis souvent t'as un référent, enfin tu as toujours un référent au-dessus de toi, mais t'es quand même en autonomie. Donc vous répartissez les dossiers. Donc si t'as un petit souci, tu peux aller voir ton référent, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais après c'est vrai que il faut être assez dégourdi et adif. Et pour les permanences garde à vue, pareil, tu vas en garde à vue, t'es appelé par le commissariat au fur et à mesure de la journée. Et puis la permanence garde à vue c'est un peu plus soft. T'interviens pour vérifier que les droits de la personne sont bien respectés. Voilà, s'il a bien vu un médecin s'il le voulait, ce genre de choses. S'il y a des observations à faire, parce que des fois les personnes ont des coups, c'est bien de le mentionner, je pense, tu vois, à la fin d'une audition, si la personne a décidé de pas voir un médecin, ce genre de trucs. Donc voilà. D'accord, c'est super intéressant. Et c'est très divers aussi, donc j'espère que ça suscite des intérêts. Ensuite, pourquoi avoir choisi les matières que tu exerces actuellement, donc droit pénal, droit immobilier et autres? Pourquoi avoir choisi ces matières-là? Tout simplement parce que le droit pénal, j'ai toujours eu une appétence pour le droit pénal. Droit des sociétés, j'ai un parcours affairiste, donc forcément ça joue. Parce que mon premier master 2, c'était un master en droit des affaires approfondi. Et puis j'ai toujours choisi malgré tout des matières pénalistes. Donc par exemple droit pénal des affaires en M1, droit pénal international. J'ai un peu touché à tout au niveau du droit pénal, je pense, au cours de ma scolarité, donc ça m'a toujours bien plu. Mais c'est vrai que je trouve que de faire un parcours pénaliste, je pense que ça m'aurait fermé des portes professionnellement. Donc je trouve que c'est plus facile pour quelqu'un, par exemple, qui a fait ce droit des sociétés, de s'intéresser au droit pénal, de faire des formations, etc., que l'inverse. Pour un pénaliste, après, de s'orienter vers le droit des sociétés, c'est un peu complexe, un petit peu compliqué selon les choses. Donc voilà. Après, droit immobilier, ça s'est fait un petit peu parce que j'ai eu l'opportunité de collaborer avec des personnes qui faisaient du droit immo, tout simplement.
Donc ça m'a bien plu, ça m'a beaucoup appris, et donc c'est pour ça que maintenant j'exerce un petit peu dans toutes les matières qui me plaisent bien. Voilà. La propriété intellectuelle, ces choses-là, c'est des choses qui m'intéressent, et je pense qu'il faut avoir un intérêt pour les matières dans lesquelles tu travailles, parce que sinon c'est très très compliqué, les journées sont très très longues. Tu soulèves un point qui est très intéressant, c'est le fait que quand on est avocat et qu'on a une spécialité initialement, bah, toi tu as parlé de droit des affaires, on n'est pas nécessairement bloqué dans cette spécialité, mais on peut un peu je dirais pas s'éparpiller, c'est le mauvais terme, mais là, oui, j'en trouve pas un autre, mais oui, on peut aller sur d'autres matières après. Oui, bien sûr, t'es pas cantonné à faire la matière que t'as fait pendant tout ton master 2. Après voilà, ça dépend, on va pas se mentir. Moi, je sais que j'ai un parcours affairiste. Pour travailler dans un cabinet, par exemple, si j'avais voulu travailler dans un cabinet qui fait que du droit pénal, ça aurait été très compliqué. La plupart des gens prennent des personnes qui ont un parcours pénaliste, enfin, voilà. Mais rien ne t'empêche demain, en plus, voilà, si tu ouvres ton propre cabinet, de bosser les matières que tu as envie de travailler, tout simplement. Après, voilà, faut quand même se former, parce qu'il faut savoir que les avocats ont une obligation de formation. Voilà, ça fait partie de la déontologie. Mais si t'es formé aux matières, tu peux toucher à tout. Franchement, il n'y a pas de difficulté. Et je pense même que c'est plus intéressant parce que du coup, tu vois plusieurs choses. Alors que demain, si tu fais que du droit pénal, que du droit des affaires, je pense qu'à un moment donné, tu peux être lassé plus facilement. Que si, voilà, c'est ça. Que si tu touches à tout, finalement, un coup tu fais du pénal, le lendemain tu fais du droit de la famille, le lendemain franchement, tu t'ennuies pas, quoi. Ouais. Un jour tu fais un divorce, un jour tu vas en permanence pénale, le lendemain tu constitues une société. Enfin, c'est hyper intéressant. Donc voilà. C'est vrai. Pour les gens qui sont polyvalents, ça peut que faire plaisir. Une question qui me semble très pertinente et très intéressante parce qu'on entend ce mot tout le temps, et surtout dans cette interview-là, et pourtant il y en a qui savent pas forcément ce que c'est. Je vais le dire comme un enfant de 4 ans, c'est quoi un avocat? C'est quoi un avocat? C'est une très très bonne question. Je pense qu'un avocat, c'est une personne qui a beaucoup de compassion, avant tout. Quelqu'un qui aime bien parler, parce qu'on parle beaucoup. Et qui arrive aussi à croire son client. Parce que je pense que si tu crois pas ton client, t'es pas convaincant dans tes plaidoiries, dans tes écritures. Quelqu'un qui aime parler, pourquoi? Parce qu'on est amené à beaucoup écrire, à plaider, enfin ce genre de choses. Donc je pense que, on va dire, c'est tous ces aspects, on va dire, humains qui font l'avocat, et c'est pas forcément les compétences, les diplômes ou ce genre de choses, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bon à savoir, parce que y en a qui veulent parfois se buter surtout sur la compétence. Je pense que c'est nécessaire, mais c'est pas la seule chose qui détermine qu'on soit un bon avocat. Franchement, qu'on se le dise vraiment, les compétences, c'est pas ça qui te définit. Parce que pour le coup, moi, je n'avais jamais fait de droit immobilier avant de faire une collaboration en droit immobilier, et c'est là où j'ai appris plein de choses. Donc il faut vraiment pas s'arrêter à ce que tu as pu faire à l'école ou ce genre de trucs. Si t'es quelqu'un qui est passionné, qui a envie d'apprendre, t'auras pas de difficulté à réussir dans ce que tu entreprends, en fait, tout simplement. Ok, merci beaucoup pour cette définition qui est très jolie. La qualité essentielle d'un avocat. La qualité essentielle d'un avocat, savoir convaincre. Savoir convaincre. Parce que tout passe par là, que ce soit encore une fois dans les écritures ou même dans les plaidoiries. Donc si t'es pas quelqu'un de convaincant, c'est très 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 compliqué d'être un bon avocat, j'ai envie de dire, quand même, quelque part. Okay. Donc maintenant, c'est ce qu'on doit travailler encore en dehors des cours. Les avantages et les inconvénients à être un avocat. Alors, les avantages, si tu es collaborateur libéral et que tu arrives à tomber dans un cabinet où vraiment le sens même de la collaboration libérale est respecté, je dirais que les avantages, c'est d'avoir des horaires fixes, de gérer comme tu veux. Et a fortiori quand tu as ton propre cabinet, bien entendu, parce que vraiment, alors là, ça c'est le Graal. Avoir des horaires variables, bosser de où tu veux, t'organiser comme tu le sens. Vraiment cette liberté, voilà, dans tes écritures, dans ta plaidoirie, enfin, c'est vraiment, je pense, on va dire, le fait qu'il y ait personne pour te dire entre guillemets quoi faire. Enfin, quand t'es en collaboration, c'est un peu différent parce que t'es un peu encadré, etc. C'est encore autre chose. Mais vraiment, je pense cette liberté de planning. On est libre, les avocats, on est libre de la facturation, on est libre de beaucoup de choses. Donc, finalement, ça a beaucoup d'avantages. Mais après, les inconvénients, je dirais que ça serait déjà les salaires qui sont pas forcément, enfin, le salaire. On n'a pas de salaire d'ailleurs. Quand on est en collaboration, on a une rétrocession. Et ensuite, quand on a notre compte, on facture. Donc déjà, voilà. Donc les rentrées d'argent qui sont parfois pas forcément, on va dire, très gratifiantes.
Et puis forcément la vie que tu choisis, parce que bah c'est un métier qui est très 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 prenant, tant sur le plan émotionnel que sur ta vie privée, quoi. Finalement, ça te prend énormément de temps, tu fais des journées à rallonge. Enfin, si admettons t'as une vie de couple ou même des amis à voir, admettons t'as prévu un verre ce soir, mais au final t'es en perme et t'es pas sorti, bah comment expliquer à quelqu'un que tu finis à 23h parce que t'es en permanence pénale? Tu vois, c'est des trucs où, faut faire un peu pas une croix sur la vie sociale, mais trouver une façon d'aménager ta vie par rapport à ton métier. Ça, je pense que c'est le plus difficile. Puis après, pareil, donc les rétrocessions, selon les cabinets où tu vas, t'es super mal payé. Et puis bah quand t'es à ton compte, je pense que le plus dur au début, c'est la facturation. Vraiment, la facturation au début, c'est compliqué de savoir combien facturer, comment. Voilà. Encore une fois, tu soulèves. C'est un équilibre. Tu déconstruis un peu un mythe qu'il y a autour des revenus, enfin, je vais utiliser ce terme-là, même si c'est pas le bon, sur les rétrocessions d'honoraires que les avocats touchent. Très souvent, on se dit, non, mais ils gagnent très bien, ils gagnent très bien leur vie, etc. Et finalement, en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que ça dépend de la matière et du cabinet dans lequel on travaille. Voilà, en fait, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps, parce que finalement, on pense quand on sort de l'école d'avocat qu'on va gagner les 10 000 euros par mois net. Enfin, non, vous ne gagnerez pas 10 000 euros par mois net dès le début. Ça, c'est un mensonge. Mais finalement, en fait, ça dépend. Voilà, comme tu disais, de la matière. Si tu fais du corporate, comme moi j'ai fait, ou par exemple du droit fiscal, bah franchement, on va pas se mentir, si t'es sur Paris et tout, t'es hyper bien payé. Après, voilà, si tu fais du droit pénal, c'est peut-être pas payé de la même façon. Ça dépend. Ça dépend de la clientèle que t'as, ça dépend de beaucoup de choses. Mais après, un avocat, je pense qu'une fois que tu as établi ta clientèle, que voilà, tu as un bon fonds de roulement, etc., bah, en vrai de vrai, tu vis bien. On va pas se mentir. Tu as quand même fait 8 ans d'études en général. Pour la plupart des personnes qui ont ce parcours-là, on a fait 8 ans d'études, voire plus. Bah franchement, tu arrives à bien vivre. Mais c'est vrai que les débuts, c'est un peu compliqué. C'est toute une adaptation. Et ce qu'on ne vous dit pas aussi, et ce qu'on ne vous apprend pas forcément à l'école, c'est que être avocat, c'est aussi être entrepreneur. Oui. Parce que tu es à ton compte, faut gérer ta comptabilité. Franchement, il y a plein de trucs où, voilà, t'es surpris. Moi, honnêtement, les premiers mois, quand j'ai commencé, je me suis dit, ah, faut payer ça? Ah bon? On me l'avait pas dit. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu des surprises qui arrivent au fur et à mesure. Et ça, c'est des choses qu'on nous apprend pas et qu'on apprend sur le tas. Et voilà. T'es chef d'entreprise quand t'es avocat également. Donc, ce serait bien qu'à l'UFB, on nous fasse des cours de gestion de patrimoine, de gestion des finances, etc. Une suggestion que je donne comme ça. Après, on en fait ce qu'on veut de l'information. Une autre question à laquelle tu réponds si tu as envie, c'est comment est-ce que tu factures tes clients? Enfin, est-ce que tu adaptes selon le profil ou tu factures toujours de la même manière pour la prestation que tu délivres? Ça se passe comment? Alors, est-ce que tu adaptes en fonction du profil? Non, parce que finalement, que ton client soit riche, entre guillemets, ou qu'il soit pauvre, la valeur de ton travail, c'est la valeur de ton travail. Elle augmente pas en fonction des ressources de ton client. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Ça serait presque discriminatoire, j'ai envie de dire. Après, comme je suis, pour la facturation, souvent, je demande l'avis des confrères. On va savoir combien ils facturent tel type de procédure, combien ça se facture à peu près, pour un peu évaluer. Moi, je me fais déjà une première évaluation. Puis je demande, voir, voilà, est-ce que c'est pas trop élevé? Est-ce que c'est pas trop peu? Faut trouver un juste milieu. C'est comme ça, je pense que voilà, faut facturer. Après, ça dépend. Moi, souvent, je suggère à mes clients de faire, faire une simulation, voir ils peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle ou non, parce qu'il faut savoir que vous avez le droit à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ça dépend. Donc, s'ils ont le droit à l'aide juridictionnelle totale, il y a pas de difficulté. C'est l'État, du coup, entre guillemets, qui va prendre en charge le paiement de mes honoraires. Mais sinon, non, je facture de façon juste, je pense. En tout cas. Très bien. Alors, le métier d'avocat, parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup au regard de l'expansion fulgurante de l'intelligence artificielle dans nos sociétés, c'est une question que les étudiants se posent beaucoup. Est-ce que déjà le droit va survivre entre guillemets à l'intelligence artificielle et particulièrement la profession d'avocat? Moi, je pense que oui, parce que le métier d'avocat, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'humain. On ne pourra jamais le remplacer par n'importe quelle intelligence artificielle du monde. C'est pas possible. Il n'y aura pas un robot qui va aller devant le juge plaider. Alors oui, je pense que l'intelligence artificielle, ça peut être mis au service des avocats dans le sens où ça peut nous aider. Par exemple, il y a déjà un peu des logiciels qui permettent d'avoir des matrices d'assignation. Donc, il n'y a plus besoin de retaper toutes les mentions légales, obligatoires, etc. Ça, c'est vrai que c'est du gain de temps. Donc, il faut voir aussi le positif. Mais je pense que ça remplacera jamais, ça substituera jamais un avocat. C'est pas possible. Parce que
l'intelligence artificielle, je pense que ça a quand même ses limites. Après, peut-être que je me trompe, mais à mon sens, une intelligence artificielle, ça réfléchira jamais comme un humain. Voilà, nous, on a le côté humain, justement, on réfléchit à notre argumentation, à l'organisation de nos propos. Est-ce que c'est mieux de mettre ça là, ou est-ce que c'est mieux de le mettre à la fin? Tout ça, je pense que c'est pas des choses qui sont encore prêtes d'arriver, en tout cas pour le moment. Donc, pour moi, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Il y a tellement de boulot pour un avocat, franchement, c'est impossible. Bah, tant mieux. On a une profession au moins qui est sauvegardée. Mais comme en France, on aime bien faire beaucoup de tableaux autour de l'argent alors qu'il n'y a pas de quoi. Est-ce que tu choisis tes clients? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où, bah, par exemple, les personnes qui ont des problématiques en droit public, je vais pas les prendre. Ça, c'est une certitude. Je prends les personnes qui sont, on va dire, dont les problématiques entrent dans mon domaine de compétences. Donc, à partir du moment où ça dépasse mon domaine de compétences, je vais pas me lancer dans des trucs. Enfin, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup apprendre, mais j'irai pas non plus mettre en péril la situation d'un client pour ça, quoi. Donc, si je me sens pas capable de prendre un dossier ou ce genre de choses, je vais pas le prendre. C'est plus dans ce sens-là, on va dire qu'il y a un choix qui est effectué. Après, à partir du moment où c'est dans mon domaine de compétences, c'est dans mes cadres, il n'y a pas de difficulté, je prends le client, je l'oriente au mieux. Comme j'ai dit tout à l'heure, si je vois que la personne peut être éligible à l'AJ, bah, je l'invite à faire la simulation. Enfin, vraiment, voilà. Est-ce que tu as des projets en cours? Je dirais que mon projet, ça serait de m'installer, pour la simple et bonne raison que je pense que quand on fait cette profession, l'idée c'est d'être un peu son propre patron. C'est aussi l'avantage de cette profession-là, d'être son propre chef, de se gérer comme bon nous semble. Et ouais, franchement, ça serait vraiment mon objectif, pouvoir faire plus de pénal, plus de droit des sociétés et tout. Ok, super. Et une dernière question, est-ce que tu as un conseil à donner aux étudiants et consorts qui nous regardent? Un conseil, croyez toujours en vos rêves, ne lâchez rien. Typiquement, je suis une personne qui est issue de la banlieue. Si moi j'ai pu y arriver, n'importe qui peut le faire. Et vraiment, faut rester motivé, accroché. Si c'est ce que vous voulez faire, ça vaut le coup. Et c'est une très très belle profession, très très dure, mais très très belle en même temps. Donc, ne lâchez rien. Et écoutez, merci de nous avoir regardés sur cette page Instagram destinée de juristes. Et merci à vous, maître, d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi pour cette interview.